Elles font partie de ma collection personnelle. Des escudos en or. Et c'est juste un tout petit échantillon de tout le trésor que j'ai amassé dans toute ma carrière. Le reste est en lieu sûr, à la banque. Sur la table, entre ces pièces et ce lingot d'or, il y a entre 100 et 120 000 $. Ok les gars, on jette l'ancre. Quand on plonge, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On espère toujours tomber sur de l'or ou des bijoux. À chaque fois, c'est la grande inconnue. Dès que tu arrives au fond, surtout, règle bien la fréquence de ton détecteur. Je paye ma tournée si tu trouves quelque chose avant moi. Ok, T'en fais pas, je serai très content de te l'offrir. ça marche. Au large de la Floride, cela fait plus de 50 ans que John Brandon traque sans relâche lors des galions espagnols. Coulés il y a 300 ans, ces navires transportaient une fabuleuse cargaison. C'est une partie du trésor. Une petite pièce en argent. Regardez ça. Il y a même des inscriptions dessus. Si John est heureux, c'est parce que cette toute petite pièce vaut plus de 1 000 $. John en a remonté des centaines. Chasseur de trésors, un métier qui fait rêver et qui peut aussi rendre riche, très riche. C'est une partie de ma collection. Nous avons dressé un inventaire des richesses embarquées à bord de ces bateaux. Et il y aurait encore entre 500 et 750 millions de dollars au fond de l'eau. Dans le monde, ils sont une poignée à exercer cette activité. Là, il y a un petit courant parce qu'en fait, il y a une rivière tout en amont qui vient du côté de Brily. Sur la rivière Bérésina, en Biélorussie, Jérôme Beaucourt cherche lui un tout autre trésor. Il est sur les traces de la grande armée de Napoléon. C'est incroyable, c'est vraiment émouvant. Voilà, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Jérôme et ses amis se donnent une semaine pour trouver les trésors cachés au fond de l'eau. Les trésors de Luc Labenne tombent directement du ciel. Elle est belle, hein? Elle est belle. Des météorites rarissimes. Elle est belle, belle, belle. Hein? Il y a un truc qui m'intrigue. Cette année, il part les chasser dans le désert le plus aride du monde, au Chili. Un voyage éprouvant, mais à la clé, une découverte inespérée. Les trésors se cachent parfois juste à côté de chez nous. Yannick, il est là le trésor! Et ça, David Cuisinier l'a bien compris. Il fouille uniquement en France, chez des particuliers. Et il déniche parfois des pépites. Je peux te dire que celui-là, il est là depuis très longtemps. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Enquête sur l'univers étonnant des chasseurs de trésors. Être chasseur de trésors, c'est d'abord voyager dans le temps et dans l'espace. Ça, une pièce qui vient d'arriver, que j'ai analysée. Et pour moi, c'est une martienne, donc je pense que tu peux me faire des superbes photos de ça. Avant d'atteindre la Terre, ce petit caillou a fait des dizaines de millions de kilomètres. C'est une météorite. C'est quand même assez incroyable quand on y pense, c'est un morceau de Mars. Donc ça vient de la planète rouge. Luc Labenne possède la plus grande collection de météorites au monde. Des trésors exceptionnels, il les vend à de très riches clients. Donc ça, c'est la plus grande pièce que je peux proposer de la Lune. Et vraiment, des pièces de cette taille-là, je pense pas qu'il y en ait ailleurs dans le monde, aussi grande que ça. Donc c'est un morceau de la Lune. Mais ce fragment de Lune vaut plus de 600 000 €. Je vais me permettre de mettre un gant. Mais il y a encore plus surprenant. Luc possède la plus précieuse des météorites, la Black Beauty. Pour les exemples de vente de Black Beauty, on est entre 15 000 et 20 000 € par gramme. On est à un peu moins de 62 grammes pour ce morceau-là. C'est vraiment le clou de ma collection.
Sur le marché, on va dire, ça peut valoir autour de 1 million d'euros pour une pièce comme ça. Certaines d'entre elles sont d'une beauté extraordinaire. Pourquoi on tranche? Parce qu'on a des cristaux. Et la lumière passe à travers. Ça, c'est un trésor de beauté, quoi. Enfin, c'est vraiment une beauté à couper le souffle. Hein. C'est un trésor tombé du ciel. Pour dénicher ces trésors, Luc va faire plus de 11 000 km. Destination le Chili, en Amérique du Sud. Quand on regarde par le hublot, on voit des centaines de kilomètres carrés. Là, dans un coin, il doit y avoir un morceau de Lune ou un morceau de Mars à trouver. Maintenant, l'image de l'aiguille à botte de foin, là, ça s'applique même pas, c'est bien plus que ça. C'est sa 15e expédition dans la région, et ce n'est jamais simple. 3 jours en autonomie totale. Luc s'enfonce dans le plus grand désert du continent, l'Atacama. C'est l'endroit le plus aride sur Terre. Un monde hostile, fait de sable, de sel et de cailloux. Il y a très peu de précipitations, donc la météorite se préserve très bien. Et du coup, on a des concentrations. Elle ne tombe pas plus souvent dans le désert d'Atacama qu'en France. Par contre, ici, elle se préserve mieux. Je commence avec une prospection en voiture. Et après, si je trouve, là, je vais prospecter à pied. Mais là, pour l'instant, j'essaie d'évaluer le terrain. Donc là, je fais un petit peu des zigzags à droite à gauche. J'essaie toujours de garder le bon soleil, la bonne lumière. Ni trop vite, ni trop lentement, pour avoir le temps de bien voir les cailloux, la forme et les couleurs. Dès que j'ai un caillou douteux où je dis ça peut être bien, là, je fais le tour, hop. Ah, je vais aller voir quand même. Le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir de regret. Je vais quand même descendre. Il y a un micro-doute. Il ne faut pas rester avec des doutes. Ça aurait pu, mais non. Les angles, c'est pas vraiment ça. La surface, c'est pas tout à fait ça. La couleur, c'est pas tout à fait ça. Donc, ce qui est de loin était pas mal. Ben, quand tu l'as en main, tu dis non, c'en est pas une. Pour augmenter ses chances, Luc opte pour un site qui lui a déjà souri par le passé, au point d'impact d'une immense météorite. C'est bon, ça me fait toujours un truc, toujours le cœur qui bat un peu différemment, quoi. Le cratère de Monturaqui est l'un des mieux conservés sur la planète. Selon les scientifiques, l'impact a eu lieu il y a 600 000 ans. Une météorite de plus de 30 mètres de diamètre qui a percuté le désert d'Atacama à cet endroit-là. 30 mètres de diamètre, donc ça fait des dizaines de milliers de tonnes quand même. Donc voilà le résultat, ce trou énorme et juste des petits fragments autour à trouver avec un peu de chance. Mais ce que Luc va découvrir va aller bien au-delà de ses espérances. À 14 000 km de là, cap sur une rivière mythique, rendue célèbre par une des plus sanglantes batailles de Napoléon, la Bérésina. Ici, c'est un petit peu marécageux. Et là, tu avais un ancien chemin. Et donc, c'était un des lieux de bivouac de la garde impériale. Ben non. Jérôme Beaucourt dirige une association de passionnés de Napoléon. On parle de 1812, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. Il est accompagné d'un jeune archéologue belge, Christophe Delair. Alors, tu vois, il y a écrit Bérésina, là, en cyrillique. La Bérésina, c'est même devenu une expression en français, synonyme de désastre. C'est vraiment un terrain hostile. Il faut imaginer Napoléon qui a quand même 100 000 soldats à faire passer. Il est poursuivi par les Russes. En face, il a d'autres Russes. Des armes, des uniformes, des décorations. Jérôme cherche tout ce qui aurait appartenu aux soldats de Napoléon. En 1812, la Grande Armée s'empare de Moscou et repart vers la France. Elle est prise au piège dans cet immense marécage.
De cette page d'histoire, il reste encore quelques précieuses traces. Des objets découverts sur les rives. Ça, c'est le fameux... Alors ça, c'était... Ça vient de Napoléon? C'est une boucle de ceinture. Est-ce que ça a été trouvé, celui-là? Des boucles, des balles, une poignée d'épée, un bouton et même ce sabre sorti de terre. Il appartenait à un mamelouk, un membre de la garde rapprochée de l'empereur. C'est une très belle pièce. Il y a même des poinçons dessus. On pourrait retrouver le nom de la manufacture qui a fabriqué ce sabre. Mais ce qui intéresse le plus Jérôme, c'est cet objet en laiton. Cette boucle de cuirassier, elle est magnifique. Elle a une valeur marchande, je ne sais pas, peut-être 50 €, 100 € sur le marché noir. Mais si on est capable de relier cette boucle avec la personne qui l'a portée, l'histoire, quelles circonstances, là, tout de suite, la boucle, elle parle, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de faire parler les objets. C'est pas tellement l'objet. Sa valeur, elle reste modeste. Mais c'est l'histoire qu'il y a derrière ces gens, quoi. La dramaturgie de cette campagne, de ce passage, etc. C'est ça qui personnellement me touche. Cette fois, Jérôme et Christophe ont prévu les grands moyens pour faire des trouvailles au fond de l'eau. Les boutons, ils avaient trouvé là, en Damadian 2. Ouais. Le lot de 5 boutons. Et pour cela, il va falloir mouiller la chemise. Du soleil! Du soleil! Leur objectif, passer le lit de la rivière au peigne fin. Qui commence à plonger? Béranger. One diver. One. Mais l'eau de la Bérésina est trouble. Il est difficile d'enlever la dernière couche de vase, en profondeur. « 70, 40, midi, US 1. On va continuer à creuser, on creuse. C'est vrai que c'est terrible, les archéologues, ils creusent et puis bon, voilà, on ne sait pas ce qu'on va ressortir. Et c'est vrai que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, il faut être patient, quoi. Il faut vraiment être patient. Et de la patience, il va leur en falloir, car sur la Bérésina, rien ne se passe comme prévu. Jérôme et Christophe vont vite s'en rendre compte. Au large de la Floride, John Brandon lui aussi plonge pour trouver des trésors. À 63 ans, il est l'un des plus grands chasseurs d'épaves du monde. Et après 50 ans de recherche, sa source est intarissable. L'enquête est en cours. À ce stade, nous n'arrivons pas encore à identifier toutes les épaves le long de la côte. C'est un immense puzzle. Comment ça va sur le bateau? Salut John, ça va? Capitaine Dan, aujourd'hui c'est le grand jour. Ouais, je l'espère. Allez, monte. Bienvenue à bord. On va enfin le trouver, ce trésor. Tu peux me donner les coordonnées GPS de l'endroit où on va? On va commencer les fouilles ici, et on va suivre cette ligne droite. J'ai déjà travaillé dans ce périmètre. Sur cette carte, chaque cercle représente une partie du trésor déjà découvert. On n'aura qu'à remonter au nord. C'est là qu'on a trouvé plein de pièces d'or et d'argent. Ok. Le bateau quitte Fort Pierce, à 200 km au nord de Miami. Il remonte le littoral. Ça y est, on est arrivé dans la zone que nous allons explorer aujourd'hui. À quelques centaines de mètres d'ici, en mai 1964, le pionnier des chasseurs de trésors, Mel Fisher, a fait une découverte incroyable. Vous voyez la pièce que j'ai autour du cou? Il en a trouvé 1200 des comme ça, toutes plus brillantes les unes que les autres. Des pièces d'or au fond de l'océan Atlantique. L'histoire est digne d'un film d'Hollywood. Sauf que tout est vrai. La mer était déchaînée.
avec des creux de 10 mètres. Le vent dépassait les 250 km/h. Ce jour-là, la nature s'est montrée sans pitié. Le 31 juillet 1715, parti du Mexique et en route vers l'Espagne, 11 galions font naufrage le long de cette côte, frappés par un ouragan d'une puissance extrême. Les navires ont les cales pleines de toutes les richesses du Nouveau Monde. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses qui terminent au fond de l'eau, à quelques centaines de mètres du rivage. Selon nos estimations, il resterait de la flotte de 1715 entre 500 et 750 millions de dollars sous l'eau. C'est pour ça que c'est la capitale de la chasse au trésor ici. On appelle cet endroit la côte des trésors. Pour trouver ces objets dispersés par la mer, John et ses hommes déploient des moyens considérables. 2 immenses aspirateurs à sédiments. Notre objectif, c'est de remonter toutes les couches de sable qui se sont superposées au fil du temps pour avoir accès à la roche. C'est là que reposent l'or et l'argent. Ils pèsent plus lourd que tout le reste. Ce sont les seuls éléments qui demeurent au fond de l'eau. Une méthode peu écologique, mais efficace pour avoir accès au trésor des profondeurs. C'est au tour des plongeurs d'entrer en action. Hey, vous avez été rapide, bien joué. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer à plonger comme ça, depuis tout ce temps? C'est ma passion. C'est tellement excitant. À chaque plongée, c'est toujours le même frisson que je ressens. Et même si je trouve une petite pièce de la taille de mon pouce, eh bien, je serai comme un gamin, comme quand j'ai commencé. Au fond de l'eau, plus de sable. La roche calcaire est à nu. Très poreuse, elle forme comme un gruyère fait de millions de petites cavités. Des pièges à objets que les plongeurs inspectent, l'un après l'autre. Un travail de fourmi, mais bien souvent, une belle surprise à la clé. En Floride, dans une des cavités rocheuses, le détecteur se met à sonner. C'est bien une pièce d'or espagnole. Cela fait plus d'1 an que l'équipage rêvait d'une telle découverte. C'est le trésor! Alors les gars, qu'est-ce qu'on dit? Ces détecteurs marchent vraiment bien. Quelle belle pièce! Frappé au Mexique, c'est magnifique. Regardez-la. J'ai juste eu à enlever le sable et sous les rochers, j'ai vu un flash. Allez, tu nous prends en photo? Je vous avais dit que c'était le bon endroit. Aujourd'hui, on n'est pas juste des chasseurs de trésors, on les trouve et ça fait encore plus plaisir. C'est dément. On peut sans doute tirer 6 000 ou 7 000 $ de cette pièce, peut-être plus. Au moins, ça peut le déjeuner. Au port, je te paye une tournée. Une bouteille même, voire même la caisse en entier. Là, dans votre main, il y en a pour 7 000 $? Ouais, ça doit être ça. Enfin, si je la perds pas. Bilan de l'expédition. 3 réals en argent et un escudo en or. Ces découvertes sont le gagne-pain des chasseurs de trésors. Quelle belle journée! Grâce à une législation unique au monde, ils gardent 80% du butin,
le reste revenant aux autorités. En 40 ans, John a déjà amassé un joli magot et il ne compte pas s'arrêter là. Mais pour certains, avant de trouver, le plaisir est d'abord de chercher. En France, les chasseurs de trésors amateurs sont toujours plus nombreux. 436, record battu encore une fois pour un rallye en France. David Cuisinier l'a bien compris. Aujourd'hui, il réalise le rêve de tous ces passionnés. C'est bon, arrête, ça va. Nous avons des jetons à trouver. Il y en a 2000 qui sont enterrés dans un énorme champ là-bas. Les règles du jeu sont simples. De Détectland 2, levez vos détecteurs. 3, 2, 1, départ. Les participants ont la journée pour trouver un maximum de jetons en aluminium. David les a enfouis dans ce champ de 30 hectares, en plein cœur du Loiret. Salut, on dirait qu'il y a quelque chose. Là, par là, oui. Ouais, tu l'as trouvé, c'est là. Regarde, un jeton. Alors, vous êtes heureux? Super. C'est le premier? C'est le premier. Vous m'avez porté chance en venant par ici. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Encore une? Eh oui. Pamela est complètement accro. C'est vieux? 5, 6, 7. Mais le jeu C'est un ferreux ou pas? peut parfois donner lieu à des découvertes inattendues, de vrais trésors qui n'ont pas été cachés par David. Mais rien qu'en quelques minutes, notre ami il a trouvé ça quand même. Alors ça c'est une petite bague post-médiévale. Et il y avait une pierre avant, donc c'est une bague qui a au moins 300-400 ans. Félicitations, hein. Pour un premier trou, c'est pas mal. Hein. Ouais, merci. Putain, ça fait 2 cm de diamètre. Alors ça, c'est une monnaie gauloise en argent. Super grande découverte, franchement. C'est la plus belle trouvaille du rallye, là. C'est la plus belle trouvaille du rallye, il n'y a pas de problème. C'est assez incroyable, hein. C'est magnifique. Eh, celle-là, je la veux. Hein. Tu me l'envoies. Hein. Ah, elle est belle. Hein. Je vais vous demander à tous de vous rapprocher. Le numéro 411. Pamela termine 4e de la compétition. Oui, Pamela. Alors, Pamela, elle nous a pécho combien de jetons aujourd'hui? 32. Alors, elle a quand même une grosse maîtrise. Il faut dire ce qu'il est. De la chance. Ouais, de la chance. On se plus de la chance à ce niveau-là. Bravo à toi, en tout cas. Bravo. Bravo. Ah. Bravo, Pamela. Oh, tu l'habites, moi. Merci à toi. Alors, le 319, il gagne aussi un F11. Faut faire par Mike. Ah, je suis contente. C'est pour toi, un F11. Ouais, franchement, je suis fière. Parce que je représente quand même les femmes qui étaient peu nombreuses aujourd'hui. Et vive la détection! L'organisateur du rallye a remporté son pari, faire vibrer près de 500 amateurs de chasse au trésor. Pour David, organiser de tels événements est bien plus qu'un loisir. C'est un métier. Il est vendeur de matériel et surtout chasseur de trésors professionnel. Dans un mois, il se lance dans une grande opération de fouille chez un particulier qui s'annonce pleine de surprises. À l'autre bout du globe, au Chili, Luc aussi a fait de sa passion un métier. Avant, il était médecin généraliste. Aujourd'hui, il est chasseur de météorites. Là, je suis hyper concentré parce qu'il y a tellement de cailloux à regarder en même temps que c'est un peu épuisant même. Tu vois. Il faut vite décider, oui, non, oui, non, oui, non. En fait, en permanence, dans le cerveau, ça fait ça. Oui, non, non. Enfin là, ça fait non, 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 non. Oh merde! Comment ça se fait, je m'en suis pas rendu compte? Oh ah, le pneu est mort là. Hein. Merde. Et depuis combien de temps c'est comme ça? Bon, heureusement qu'on a 2 pneus. Hein. Sous un soleil de plomb, sans aucun réseau téléphonique, et à 50 km de la piste la plus proche, Luc ne peut compter que sur lui-même. Avec cas comme ça, là, tu dis ça se mérite. Si tout était facile, tout le monde le ferait.
4 heures plus tard, la chance lui sourit enfin. Ouais, alors là on voit une belle météorite là, avec toute sa croûte de fusion noire. Ouais, elle est top celle-ci. Allez. Au niveau de l'aspect, ça c'est vraiment une très belle météorite. Donc forme arrondi, croûte de fusion noire, donc quand elle est entrée dans l'atmosphère, elle brûle à l'extérieur, ça donne cet aspect noir. Et voilà, là elle est tombée là, on ne sait pas, quelques centaines, quelques milliers d'années. Elle est belle, hein. Elle est belle. Sur ce caillou extraterrestre, Belle. Hein. Il y a un truc qui m'intrigue. Luc va découvrir autre chose. Est-ce qu'elle a servi de percuteur? Parce qu'il y a quand même là des éclats sur les bords. Et là où on peut imaginer de servir pour taper. Voilà, c'est vraiment... Cette météorite a été manipulée par l'homme il y a des milliers d'années. Elle a servi à faire des éclats de quartz comme ça, qui sont des jaspes ici. Et qui ont servi après aux hommes préhistoriques voilà, pour préparer la viande, quoi. Gratter des peaux s'il y en avait. Même pourquoi pas couper, élaguer des petits bouts de bois. Enfin, on peut tout faire avec un tranchant comme ça. Hein. C'est aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Hein, là. Du coup, maintenant, il y a une valeur historique à cette météorite, en plus de sa valeur scientifique. Cette première découverte peut valoir jusqu'à 3 000 €. Luc a encore une journée pour sillonner le désert. Là, on sent un peu seul au monde, au milieu de nulle part. C'est un petit peu le réconfort là de manger. Bon, c'est pas des plats chauds, hein. Perdre du temps à cuisiner, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, un peu de thon, des petits maïs, ça sera le repas de ce soir. Demain, le désert va lui livrer une découverte inespérée, la plus belle de sa carrière. En Biélorussie, la Bérésina résiste aux assauts des passionnés de Napoléon. La pluie n'a pas cessé depuis le début des recherches. Et la rivière ne veut rien lâcher de ses secrets. Peu importe le temps, vous y allez. Ma foi, sous l'eau, ça revient au même. Hein. Il y a juste un peu moins de lumière, mais on n'a pas le luxe d'arrêter le travail parce qu'il pleut, évidemment. Micha, viens m'aider. Fabrice, le Béranger, est-ce que tu me reçois? Béranger? Ça prend du temps, il faut que tout le monde comment dire, se tienne le moral, quoi. Mais ça va. Je pense que le moral des troupes est bon, donc c'est un moment un peu compliqué, mais ça va marcher. Pour l'instant, aucune trace du passage de la Grande Armée de Napoléon. Il n'y a que du sable. Ça, c'est des morceaux de briques. Ça vient de l'usine juste au-dessus. Ici, il n'y avait pas l'usine de pierre. L'usine de briques? Ouais, c'est briques. Ouais. Elle est là-bas, en amont de la rivière. Ouais, c'est sûr. Il faut creuser au moins encore 1 mètre en plus. 1 meter more. Jérôme décide donc de poursuivre les recherches, à terre cette fois, auprès des habitants du village. Bonjour, on aimerait vous poser quelques questions à propos de la rivière. Venez entrer. Tamara habite Studianka depuis 25 ans. Et elle a vu de drôles de scènes se dérouler autour de sa maison. Dans votre potager ici, vous avez des gens qui viennent creuser pour trouver le trésor de Napoléon. Oui, bien sûr. Des tas de gens fouillent dans mon potager et dans celui des voisins. Un peu partout dans les champs. Ils profitent de notre absence pour le faire. Ils trouvent des boutons, des pièces de monnaie. Enfin, c'est ce qu'ils veulent bien nous montrer. Venez, suivez-moi.
Waouh, on a un magnifique Napoléon. Et là, regarde, Borisov 1812. Chez Tamara, comme dans beaucoup de maisons du village, Napoléon fait l'objet d'un culte étonnant. Ah oui. D'accord. Donc ça, en fait, donc ça, ce sont des balles qui ont eu un impact. Tu vois, elles sont déformées. Tu peux lui traduire, hein. Donc elles ont tapé sur quelque chose. Et les balles qui sont parfaitement rondes, c'est des balles qui n'ont pas été tirées. Lorsque les pilleurs creusent par ici, ils trouvent beaucoup d'objets, comme ces balles par exemple. Celles-là, ils me les ont données. Mais dans le village, il y a même quelqu'un qui les vend aux touristes de passage. Spasiba Bolchoï, vraiment. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme n'a plus que 2 jours pour trouver le trésor de Napoléon. Demain, les recherches reprennent et la Bérésina va lui réserver une petite surprise. En Floride, à Fort Pierce, les chasseurs de trésors, eux, ont l'habitude de faire d'extraordinaires découvertes. Dans son laboratoire, John s'occupe lui-même de donner aux objets qu'il a trouvés une seconde jeunesse. Ça, ce sont des pièces d'or de la flotte de 1715. Elles font partie de ma collection personnelle. Des escudos en or. Et c'est juste un tout petit échantillon de tout le trésor que j'ai amassé dans toute ma carrière. Le reste est en lieu sûr, à la banque. Sur la table, entre ces pièces et ce lingot d'or, il y a entre 100 et 120 000 $. Attends, je vais essayer de peser ce lingot. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette balance. Ce lingot, John l'a trouvé intact, aussi brillant qu'aujourd'hui. Sous l'eau, l'or ne s'oxyde pas. 458 grammes. L'or de ce lingot fait 23 carats 3 quarts. Les bijoux que l'on porte font entre 14 et 18 carats. Autant vous dire que cet or est d'une pureté exceptionnelle. Juste à côté, John protège une de ses plus belles pièces. Ça, c'est un lingot d'argent qui vient de l'Atocha, un galion espagnol qui a fait naufrage en 1622 au large de Key West. Après 20 ans de recherche, le chasseur de trésors Mel Fisher a réussi à localiser l'épave. C'était le 20 juillet 1985. Je faisais partie de l'équipage. Sous l'eau, on a trouvé 36 tonnes de ces lingots d'argent. C'est de la taille d'une miche de pain. Mais ça pèse près de 40 kilos. C'est très, très lourd. 900 lingots d'argent restés au fond de l'eau pendant près de 400 ans. La valeur de cet incroyable trésor, plus de 400 millions de $. John est de l'aventure. Avec l'Atocha, son découvreur Mel Fisher devient le plus célèbre chasseur de trésors de l'histoire. Mel et tous ceux qui ont participé à cette recherche, les archéologues, les plongeurs, tous les membres de l'équipage, eh bien, on a tout partagé ensemble. John pourrait couler une paisible retraite sous les palmiers de la Côte des Trésors. Mais ce chasseur est insatiable. On va aller chez John Debris. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le plus grand expert de la flotte de 1715, un historien franco-américain. Ces archives, il va les chercher partout dans le monde. En France, en Espagne, à La Havane. Il a beaucoup de choses à me dire. Ça va être une bonne réunion. Salut! Salut John, comment ça va?
Ça fait un petit bout de temps. Oui, en effet, ça fait des années. Assieds-toi. Le chasseur de trésors espère obtenir des indices pour sa prochaine expédition. Ce qui est intéressant dans ce document, c'est la liste des gens qui sont morts lors de la tragédie. Tu vois, il y a le nom du capitaine, Don Juan de Ubilla. On est en mesure d'identifier, par exemple, on a Ubilla, là, le capitaine général, qui a perdu 17 150 pesos, mais on a d'autres personnes qui en avaient beaucoup plus. On a une personne ici qui en avait 48 000. 48 000, c'est énorme. 48 000 pesos, 48 000 pièces de 8. C'est presque la fontaine qui continue à donner. Et je ne sais pas si de ma vie, je pourrais terminer mes recherches parce qu'il y a tellement. John Brandon a encore des années de recherche devant lui. Selon les estimations de l'historien, il y aurait toujours des milliards de dollars de trésors immergés le long des côtes de la Floride. Des milliards de dollars, David Cuisinier en est encore loin. Mais ce matin, la recherche qu'il entreprend le fait espérer. Allez, on va charger tout ça. Vous avez les détecteurs? Ouais, toi? Ouais. Aujourd'hui, il fait équipe avec Yannick, plongeur spécialiste en prospection sous-marine. Vous avez quoi dans la main? Détecteur de métaux russe, quelque chose que... Il n'y a que 2 personnes qui l'ont en France, celui-là. Non, c'est vrai en plus. Il y a tout le nécessaire du chasseur de trésors, là. Quoi, aller sur terre, dans l'eau. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, effectivement. Mais c'est ma caverne à moi. David et Yannick ont rendez-vous avec le propriétaire d'un moulin, dans la Beauce. Au Moyen-Âge, les moulins sont des lieux d'échange prospères. Pour faire moudre leurs grains, les paysans payent le meunier. Et bien souvent, les meuniers cachaient leurs réserves quelque part dans leur moulin. Les 2 hommes sont sur les traces de ce trésor. Bonjour. Ah ben voilà l'équipe. Ça, comment ça va les amis? Bien. Ça va? La forme? Tu vas bien? Oh, avec ce temps-là, c'est merveilleux. Prêt à trouver plein de trésors. Pour commencer, bon, c'est par ici. Le propriétaire veut montrer aux 2 prospecteurs un endroit qui l'intrigue. Ah ben, il y a peut-être quelque chose dedans, mais bon, je voulais pas la scier quand même pour parce qu'elle est utile. Là, hélas, c'est des clous qu'il y a, mais quelquefois, on peut par exemple enlever, on peut faire une cache comme ici. Donc on l'enlève, on bourre de papier journal, de plein de cochonneries, et puis on peut mettre des bijoux, des monnaies ou ce qu'on veut, et là, c'est une bonne cache en fait. C'est habituel. Il faut savoir que dans les maisons, les gens vont cacher soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais toujours un endroit qu'ils peuvent voir, surveiller, et surtout un endroit où ils peuvent y accéder sans que les voisins ne le voient. Donc là, ça pourrait être un bon endroit. Pour explorer les endroits les plus inaccessibles, Yannick opte pour une caméra endoscopique. Là, on est à l'intérieur de la poutre. On est dans la poutre elle-même. C'est pas forcément facile à guider, mais il n'y a rien dedans. Sinon, on aurait vu quelque chose de vert. Mais là, il n'y a que du bois, que du bois, que du bois. Non, pour moi, il n'y a rien là. Écoute, au moins, on aura regardé. On aura regardé. Ah, c'est raide. S'il y a quelque chose, il vient falloir des outils. Hein. Mais il reste encore quelques endroits propices aux cachettes, à commencer par le grenier. Et là, malheureusement, on n'a que du fer. Typiquement, il y a vraiment une grosse cache au-dessus, là. Tu vois, il y a de la place. Il y a une énorme araignée que je vois d'ici. Yannick, il est là, le trésor! Amène l'échelle! Viens voir, ici, il y a un beau trou.
Et c'est pas mal, ça en plus c'est rebouché avec une espèce de tuile ou du carrelage. Ça me plaît ça. D'après toi? C'est du chiffon. Oh. Je peux te dire que celui-là, il est là depuis très 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 longtemps. Mais hélas, il est vide. Typiquement, on peut trouver des bijoux, des monnaies, des économies ou même des lingots dans des boîtes, mais aussi, s'il y en a moins, dans des tissus. Et là, on voit que le tissu, il est là depuis au moins un siècle. Puis il était bien caché, donc c'est exactement ce genre d'endroit qu'on cherche. Là, malheureusement, il n'y a rien eu dedans. C'est dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es sûr que une fois que tu l'auras vendu, les propriétaires vont pas retrouver de l'or dedans. Je laisse rien. David et Yannick attaquent maintenant la fouille la plus prometteuse, mais aussi la plus dangereuse, dans les soubassements de l'édifice. On entre dans les fondations du moulin, donc c'est là où ça a été fait, ça date de 1750. Donc ça, ces endroits, t'as jamais plongé là-dedans, toi. C'est ce qu'utilise la gendarmerie. Tu passes ou pas? Ici, rien n'a bougé depuis plus de 250 ans. C'est bon, Yannick? L'endroit idéal pour enfin tomber sur un trésor. Dans l'Essonne, Yannick? Cela fait plus de 30 minutes que Yannick évolue dans les canalisations du moulin. Tu vois, il y a de la ferraille partout. Absolument partout. C'est bon, il arrive le poulpe. Oh putain! Ça, c'est la fêtoire à Féfé, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un fusil de chasse, comme on dit, le faucheux. C'est un truc à amorce. Pas dans ma direction, David. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est milieu 19e siècle, 1850 à partir de là. C'est un fusil qui a été jeté au moment où les Allemands sont arrivés. Donc pour pas avoir d'ennui, hop, on balançait les fusils à l'eau dans des puits. C'est un grand classique. Parce que si jamais l'occupant vous trouvait avec des armes, vous étiez mal. C'est le fusil de tes arrière-grands-parents là. Ah, merci David. Pour moi, c'est un trésor, ça. C'est tout. Il n'est pas jaune, mais c'est un trésor. On vous sent un peu touché par cette trouvaille. Bien sûr, parce que... Viens. Parce que ça fait des années que c'est ici, et en gros, c'était sous mes pieds, hein, sans que je le sache. Il a trouvé une monnaie. Hein. Il y a des monnaies? Ouais. On est là. Regarde. Oh, la pastèque. Alors, c'est un monneron. En effet, les monnerons, c'était fait en Angleterre pendant la Révolution. Celle-là, elle date de 1792. Donc voilà, là, on a une monnaie de la Révolution. C'est quand même assez rare parce que ça a été thésaurisé, fondu. Et voilà quoi. Ça a été détruit à la période où elle valait plus rien. Ouais, donc là, on a de la chance de l'avoir trouvé. C'est un peu comme les Napoléon III qu'on trouve de partout, quoi. Ça a été jeté. C'est écrit 14 juillet dessus, quoi. C'est quand même une pièce de la Révolution française, c'est notre histoire. Hein. Oh là 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 là, tiens, mon trésor. Oh mon trésor. Oh, merci, au moins ça te fera un bon souvenir de ton moulin, quoi. Beau travail, hein, quand même. Hein. Beau travail. Ouais. Les monnaies de mon moulin, c'est pas les lettres. Oui, les monnaies de mon moulin. En France, la chance a fini par sourire aux chasseurs de trésors. Mais au Chili, Luc est toujours à la recherche d'une météorite exceptionnelle. Les nuits sont fraîches, mais dès que tu as un petit peu de soleil qui te réchauffe, ça te réveille. Tu es un peu au rythme de la nature. Pas besoin de réveil ici. Hein. Luc se dirige plein sud.
Bon là, ça va franchir ce truc-là. Passé le col, il va avoir une mauvaise surprise. Il y en a partout là, ding, 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 des traces parallèles, des traces qui tournent là, tout ça. Plein de traces, plein partout. Donc ça a été cherché. Donc c'est tout, il faut aller ailleurs. C'est tout, hein. Le désert est grand. Mais bon, c'est vrai que c'était... Moi j'avais vu que c'était une bonne place ici. Hein. Avant d'y venir, je me suis dit, ça va être bon. La preuve, si ça a été cherché comme ça, c'est qu'il y a eu des choses de trouver. C'est la hantise du chasseur de trésors, arrivé trop tard. Alors, Luc pousse un peu plus loin, à la recherche d'un terrain encore vierge. Bon, ça c'est un que je dois aller voir. Ouais, je vais sortir la loupe quand même. Non mais c'est vraiment de la rouille, hein. Il y a une poche de rouille, merde. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a plein de petits cristaux et ce qui a l'air d'être du métal. Hein. C'est peut-être la trouvaille super intéressante que j'ai pas fait depuis très longtemps. Merde. Ouais, le poids est super dense. Hein. Non mais c'est super dense. Ses premiers résultats sont à peine croyables. Attends, il y a un log de 5, c'est énorme ça. C'est énorme. Attends, bon, le caillou est gros aussi. Hein. Donc on va mettre le poids, ouais, mais ça va changer assez peu, même si je mets... Écoute, je sais pas quoi dire d'autre à ce stade-là. Avec du papier de verre, Luc cherche à avoir un aperçu de l'intérieur de sa météorite. Ah non mais dingue. Dingue. Couper, ça va être un trésor esthétique. Hein. Ça va être magnifique avec des cristaux qui ont l'air transparents, translucides. Dans une matrice de métal, ça va être juste magnifique, vraiment magnifique. Alors, je suis impatient de faire une première coupe et une tranche. Là j'ai envie de faire des petits bonds partout. Dans ma tête, ça fait comme ça. Hein. Ah là là, je sais plus où j'habite là. Bon, je vais faire un petit message quand même à ma femme, dire que j'ai trouvé quand même un truc. J'ai juste écrit découverte top. Ça veut pas dire grand chose, mais elle saura que si je mets ça, c'est que c'est une belle découverte. Luc pourrait bien avoir fait une découverte historique. Mais pour le savoir, il va falloir découper la météorite à son retour en France. Et il n'est pas au bout de ses surprises. En Biélorussie, la Bérésina n'a jamais aussi bien porté son nom. Toujours pas de trésor à l'horizon. C'est la dernière journée de fouille, l'ultime chance de faire une découverte. C'est dans cette zone qu'il faut aller. On va commencer ici. Ok, I understand. So let's go. Ok. Nous, par contre, il faut qu'on prenne des pagaies. On a ce truc-là. C'est surtout la traversée ici qui va être un peu chiante, mais voilà, en mulant, on va... Pour y aller, on aura de toute façon la ligne de vie, non? Il y a quand même 923 mètres hein, d'ici. Pardon? 923 mètres. Entre... Ici et la Cordoue. Ouais, je sais. Non, mais sur le dessin, c'est pas loin, mais... Oui, j'en ai conscience. Hein. Après, bon, ça fait partie de la recherche. Hein. La tension monte, on n'a pas tous les résultats qu'on voudrait, c'est compliqué, on a des problèmes techniques. Donc je reconnais que je suis un peu tendu là parce que j'espère qu'on va quand même sortir des choses intéressantes, quoi. Ils ont déjà plongé autour des 2 ponts qui enjambaient la rivière en 1812, sans résultat. Alors, ils changent de stratégie en remontant le cours d'eau. On a identifié un point de passage dans le marais qui est en amont et qui a donc été vraisemblablement utilisé par les soldats de 1812. Donc ça apporte vraiment une information que l'on n'avait pas. Allô? Je rejoins le carré de fouille.
Et ensuite, pendant 1h15, je fouille niveau par niveau. L'objectif est de descendre et d'atteindre le niveau archéo. Dans le tamis, les plongeurs trouvent leurs premiers indices. Des tessons de poterie. Là, on a beaucoup de céramique. On a une bonne concentration de céramique. Là, juste ici. Ça vient d'un soldat. Soldat. Tadam! Alors ça, ouais. Ça, c'est une pièce, en fait, avec 2 cordages de fils qui passent. Et puis, ça permet de faire, en fait, la jugulaire du shako des soldats. Voilà. On va le mettre en lieu sûr dans son petit livre. Ils sont sur la bonne piste. Et lors de la dernière plongée, enfouis dans la vase au fond de l'eau, la preuve irréfutable du passage des soldats de Napoléon. Super, une baïonnette. Moi, je chantais dans mon détendeur. Ah, bel objet. Donc là, mettez à l'extrémité d'un fusil. Et après, c'est super. Ah, vraiment super. Une super bonne nouvelle. Ouais. Il a fallu quand même une bonne semaine, mais là, je crois que c'est bon. On a trouvé un chouette site. Et je pense que l'année prochaine, on pourra revenir ici et compléter nos données. Ça va être chouette. Non mais c'est vrai, attends. C'est la délivrance pour l'équipe de Jérôme. L'apothéose. Tout au long de la journée, ils vont aller de découverte en découverte. Des boucles de ceinture et même de vieux objets en cuir, comme cette lanière. Qui était un peu abîmée. Il faut imaginer que c'était des lanières avec ses boucles. Alors moi je connais pas très bien 1812, mais est-ce qu'il y avait un uniforme, est-ce qu'il y avait des croisements Et tu vois, progressivement tu as ceci. Là il y a même un fragment de cuir avec encore une agrafe en métal. À un moment tu as un croisement et donc progressivement tu as des... On reconstitue l'uniforme quoi. Les sous-vêtements, peut-être des soldats de 1812, je sais pas. C'est incroyable, c'est vraiment émouvant. Ça, voilà, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et on pense à tous ces soldats qui sont tombés ici et voilà, magnifique. C'est un lieu de mémoire. Dans quelques mois, les trouvailles de Jérôme et Christophe auront toute leur place au musée. Et c'est prévu, ils reviendront l'an prochain. En Floride, Mel Fisher, le plus célèbre chasseur de trésors, a son propre musée. Salut Nicole. C'est la petite fille de Mel, Nicole, qui est derrière le comptoir. Regarde ce qu'on a trouvé dans l'océan. Une pièce d'un escudo en or. C'est vraiment magnifique. Le musée Mel Fisher est une galerie marchande où de vraies pièces du trésor peuvent s'acheter. Je viens de vendre une pièce tout récemment. Hé, t'as un emplacement libre. Excellent. Là, c'est un endroit parfait. La pièce de John, je vais la vendre 7 900 $. C'est le prix que ça vaut. Des vestiges de civilisation précolombienne aux reliques coloniales. Ici, tout se vend, pourvu qu'on y mette le prix. Parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ces objets sont en vente car leur valeur archéologique est assez faible finalement. Nous en avons trouvé tellement. Et beaucoup ont déjà été étudiés par les historiens. Alors, nous continuons les recherches. Et vous savez, c'est une course contre la montre. Chaque ouragan qui passe au large de la Floride crée d'immenses remous. Le sable efface ce qui est inscrit sur tous les objets. Si on ne les remonte pas, c'est toute cette histoire qui sera perdue à jamais. Luc est de retour de son voyage au Chili. Il va enfin pouvoir découvrir le cœur de sa météorite.
C'est le moment d'ouvrir le cadeau et de voir ce qu'il y a dedans là. L'extérieur est déjà très belle, mais c'est vraiment l'intérieur qui va être parlant. C'est assez stressant, voire très stressant, enfin, je trouve. Alors, c'est comme pour lancer une fusée. Hein. 3, 2, 1, allez 0, c'est parti. J'arrête. Déjà le silence. Attention, roulement de tambour. Ah oui, c'est beau. Hein. Ah oui, oui, là c'est très très beau. Là je vais la sortir. C'est juste waouh. Ouais. Alors là, je suis pas déçu. Hein. C'est une pierre exceptionnelle, vieille de 4,5 milliards d'années. Il y a des cristaux verts, des cristaux jaunes. Elle provient d'un astéroïde situé entre Mars et Jupiter. Je suis juste ébahi. Ça ressemble à aucune... Alors c'est une palasite, ça j'en suis sûr. Donc c'est la palasite, c'est la reine des météorites. C'est la plus désirable des météorites. C'est vraiment incroyable, j'ai trouvé ça. Et en plus dedans, c'est la texture, c'est-à-dire vraiment la répartition du métal et des différents cristaux. Je n'ai juste jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Impossible de lui donner un prix pour l'instant. Mais à ce jour, c'est seulement la 62e palasite découverte dans l'histoire. Le chasseur de trésors a remporté son pari, mais pour lui comme pour les autres, la quête est sans fin.